La Marquisarde. Chapitre 1. J'avais emménagé avec les enfants dans un minuscule appartement derrière le Panthéon. 5e étage sans ascenseur, mal fichu, biscornu, tout de guingois. Je le sous-louais à la sœur de mon ancien directeur de thèse, une femme que je n'avais jamais croisée et à laquelle j'avais été incapable de préciser au téléphone combien de temps j'avais l'intention de rester. Solution provisoire, situation provisoire, arrangement provisoire, elle n'avait eu que ce mot-là à la bouche et je m'étais bien gardé de la contrarier. Bien sûr, tout était provisoire, j'avais compris. De la lucarne de mon bureau, j'apercevais la sortie de secours du sanctuaire des grands hommes, et j'aimais cette petite porte. J'aimais l'idée de travailler, de dormir, de cuisiner, de serrer les dents, d'élever mes enfants et de tout recommencer à l'ombre des fantômes de Dumas, de Voltaire, d'Hugo ou de Pierre et de Marie Curie. C'est ridicule, je le sais, mais je vous promets que c'était vrai. J'y croyais, ces gens m'aidaient. J'avais dû compacter le plus gros de notre ancienne vie dans un garde-meuble et nous n'avions pas le droit de mettre notre nom sur la boîte aux lettres. C'est un détail, mais le diable se niche dans les détails. Et en l'occurrence, il pouvait bien bicher, car même si je m'étais domiciliée chez un oncle, sans boîte aux lettres, si haut perché, si mal logé, et seulement soutenu par des ossements plus vivants que nous n'y étions plus vraiment. Ni là, ni nulle part. Et n'y étant plus vraiment, nous nous sommes, Raphaël 5 ans, Alice 3 ans et demi et moi 34 ans à l'époque, insidieusement coupés du monde. Leur père s'était tué dans un accident de voiture l'année précédente. Un homme dépressif, élégant et consciencieux, qui me laissait bien songeuse quant au caractère accidentel de sa collision avec un calvaire sur une route déserte du Finistère, mais tout à fait fixé sur le plan matériel, puisqu'il me léguait, en plus de 2 orphelins et d'une Jaguar très endommagée, le capital d'essai d'une assurance vie qui nous mettait à l'abri pour quelques années encore, combien, je l'ignorais. Il était beaucoup plus âgé que moi, se savait malade et ne supportait pas l'idée de nous imposer sa déchéance, et ne cessait de me répéter que je devais trouver un amoureux plus jeune et mieux portant, que je devais le faire pour moi, pour les enfants et pour le repos de son âme. Surtout pour le repos de mon âme, mon amour. Tu sais comme je suis égoïste. Je l'ai bâillonné aussi longtemps que j'ai pu, à coups de baisers, de protestations, de dénégations, de bravades, de rires et de larmes, et puis à la fin, il m'a mouché quand même. Je lui en ai voulu. Il m'a longtemps semblé que loin de nous épargner sa déchéance, il nous l'imposait pour toujours. Je n'ai pas convié ses enfants à son enterrement, ni ses parents d'ailleurs. Je l'ai accompagné seul au crématorium du Père-Lachaise, et je repris le métro dans l'autre sens, en cachant sous mon pull une urne encore tiède. Le soir même, je me suis saoulée à mort avec Laurence W., son associé, et je l'ai supplié de me sauter. J'étais très sentimentale alors, mais les jeunes veuves sont souvent très sentimentales. J'ai vécu la tête encastrée dans un calvaire pendant quelques mois, et puis j'ai décidé de déménager, et ce petit appartement nous a sauvés. Sans meubles, sans souvenirs, sans voisins, sans boucher, sans boulangère, sans kiosquier, sans garçon de café, sans caviste ou employé de pressing qu'il avait connu et souvent aimé, car c'était un homme délicieusement aimable. Sans ses petits copains de classe aussi ingénus que blessants, sans maîtresse compatissante et bien trop douce pour être honnête, sans repères, sans habitude, sans boîte aux lettres, sans sonnette, sans ascenseur, sans filet, sans rien, nous avons enfin pu donner du mou au chagrin. Notre vie n'a plus tenu que dans un mouchoir de poche dont les 4 coins se dépliaient comme suit. La supérette d'en bas, l'école maternelle de la rue Cujas, les allées du jardin du Luxembourg et last but not least, le pub The Bombardier, tapis juste en face de l'église Saint-Étienne-du-Mont, sur le parvis de laquelle nous faisions halte chaque fin d'après-midi, et où Raphaël et Alice buvaient une limonade en recomptant leurs bons points, leurs bleus, leurs billes, leurs cartes Pokémon ou que sais-je encore, pendant que leur maman s'arsouillait gentiment, mais sûrement. Une fois les enfants couchés, il m'arrivait souvent de redescendre sur le tarmac du Bombardier et de me mêler sans jamais leur adresser la parole aux grappes d'étudiants du quartier latin, une pinte à la main. Oui, je faisais cela. Oui, j'enfermais mes petits la nuit et je les abandonnais à leur sort. Ont-ils fait des cauchemars? Ont-ils eu peur? Se sont-ils réveillés? M'ont-ils appelé quelquefois? Je ne crois pas. Les enfants sont si sages. Sitôt que mon amoureux envisageait son calvaire, il buvait, et je l'ai souvent accompagné. Après tout, j'étais du voyage, et quand il n'a plus été là, j'ai continué la route sans lui. J'avais un problème avec l'alcool, je ne le nie pas. Ah, si, voyez, je le nie encore. Je n'avais pas un problème avec l'alcool, j'étais alcoolique. C'est terrible, me relisant et tiquant sur ce dernier mot, butant dessus plutôt, me demandant si je n'y allais pas un peu fort et restais la jeune veuve sentimentale que j'évoquais plus haut, je suis allée vérifier la définition du mot alcoolique dans le dictionnaire.
Qui boit trop d'alcool. Bon, je buvais trop d'alcool. Je n'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet, ceux qui savent, savent, et n'ont pas besoin qu'on leur raconte avec quel génie le cerveau se met au service du coude, et ceux qui ne savent pas ne peuvent pas comprendre. Il arrive un moment où l'on prend conscience que l'alcool, et toutes les pensées qui en découlent, se battre, résister, marchander, céder, nier, gagner du terrain, lutter, négocier, pavoiser, capituler, culpabiliser, avancer, reculer, trébucher, tomber, perdre, est l'occupation la plus importante de la journée. Pardon, est la seule occupation de la journée. Ceux qui ont une fois, ou plusieurs, mais toujours en vain tenté d'arrêter de fumer, auront une vague idée de la misère morale dans laquelle nous plonge l'inanité d'une relation entre soi et soi-même, à la différence près, et quelle différence, que fumer n'est pas un acte honteux aux yeux du monde. Voilà, passons. Je levais les enfants, je les habillais, je leur beurrais des tartines, je leur servais un chocolat chaud, je les emmenais à l'école, je buvais un café rue Soufflot en feuilletant le journal, je faisais quelques courses, je rangeais notre maisonnette, je leur préparais à déjeuner, je retournais les chercher rue Cujas, je les nourrissais, j'accompagnais de nouveau Raphaël jusqu'à sa classe, et je revenais directement avec Alice en pressant le pas pour qu'elle n'ait pas le temps de s'endormir dans sa poussette. Je la couchais, je lisais des romans policiers que j'achetais 50 centimes ou 1 euro pièce dans les boîtes de chez Gibert, de Boulinier ou des bouquinistes, je la réveillais, nous allions récupérer son frère à la sortie de l'école, babyle de la petite fille reposée et sourire du grand garçon enfin libéré, meilleur moment de la journée. Je les emmenais au jardin du Luxembourg, je les regardais jouer, je les douchais, je les faisais dîner, je leur lisais des histoires, je les embrassais et je les bordais. Et pendant tout ce temps, l'étau de l'alcool ne se desserrait jamais. Jamais. Et avec plus ou moins d'insistance selon que la lune était dans mon ventre ou que se vidait mon énergie ou que mon amoureux venait me parler à l'oreille sans crier gare. Quand il ne faisait que passer pour s'assurer que tout allait bien, j'allais bien. Mais quand il s'apesantissait sur mon ventre, lui aussi, quand il revenait la nuit et réclamait sa part de lit, sa part de vie, sa part de nous, je me relevais en pleurs et j'allais me bombarder. Notre vie, disais-je, tenait dans un mouchoir. Et puis un matin, je t'ai repéré. Chapitre 2. Je t'ai repéré parce que tu étais belle. J'ai été debout, accoudée au comptoir, à cuver mes nuits trop courtes en lisant les nouvelles du jour ou en écoutant les conversations de mes voisins de sucriers, et je t'apercevais dans le miroir au-dessus du bar. Tu étais toujours assise là-bas, tout au fond, à la même place. J'admirais ton allure, ton maintien, ta distinction, tes mains. J'aimais ta gaieté, tes sourires, cette façon d'être là et complètement ailleurs, comme si tu venais de quitter les bras d'un être aimé, ou que tu t'apprêtais à le rejoindre. Tu étais sexy, et l'on te devinait intelligente, tu étais parfaite. Et pourtant, il y avait toujours chez toi un je ne sais quoi de dépenaillé, une mèche, un col, un pli, un bracelet de montre trop lâche, un sac à main fourbu, une ceinture sortie du rang, une commissure des cernes, qui te rendait, j'allais dire irrésistible, mais c'est trop attendu. Irrévocable. Oui, irrévocable. Depuis que Paris existe, on a beaucoup fantasmé, disserté, discouru sur la Parisienne. Et quand je te regardais, je me disais, voilà, c'est cela, c'est elle. C'est elle et c'est sans appel. J'étais d'autant plus sensible à ta beauté que le miroir me renvoyait aussi mon triste pendant, et que je me remettais à touiller mon café dès que je l'apercevais. Je ne ressemblais à rien, j'avais mauvaise mine, j'étais maigrichonne, j'alternais entre les mêmes 2 vieux jeans depuis des mois, je portais les chemises de mon mort, les cachemires de mon mort, les foulards de mon mort, les écharpes de mon mort et ses vestes aussi. J'avais fait couper mes cheveux très courts pour ne plus m'embarrasser à les coiffer, je ne me maquillais plus, je ne me parfumais plus, je ne courais plus, mais je ne quittais jamais ma paire de baskets. J'avais une carie, 2 peut-être, que je ne songeais jamais à faire soigner, je buvais trop, j'étais déshydratée, mes mains étaient rêches, ma peau trop sèche, mon corps était sec, et tout en moi avait mauvaise haleine. Tu m'as avoué depuis que tu m'observais aussi, et que tu m'enviais ma classe et ma décontraction. Quelle blague! Tu avais remarqué la finesse des pans de coton sur les poches de jean élimées, la douceur des cardigans trop longs dont les poignets me tenaient lieu de mitaine, et la qualité du tweed et des étoffes sous lesquelles je m'ensevelissais. Tu trouvais ça d'un chic, disais-tu? D'un chic. Tu commandais toujours un crème et une tartine, dont tu ôtais le surplus de beurre avec ta petite cuillère, et tu passais le plus clair de ton temps à texter. Tu étais perché sur l'écran de ton téléphone et tu souriais. Il n'était pas difficile de deviner que tu étais amoureuse, et que tu commençais tes journées en papotant avec un homme, ou une femme, qui te rendait heureuse. Quelquefois,
tes sourires étaient plus humectés et tes fossettes plus coquines. Comment dit-on quand on sourit en textant du sexe? Que l'on commence la journée en sextant? Oui, chaque matin, tu mordais à pleines dents dans un tronçon de baguette fraîche trempée dans du café au lait, tout en faisant le point sur ta vie avec quelqu'un que tu aimais. C'était évident. D'autres fois, ton téléphone restait dans ton sac, où il était posé près de ta tasse et demeurait silencieux. Tu étais toujours aussi jolie, mais tu avais l'air un peu perdu, déboussolée. Ces jours-là, il t'arrivait de regarder autour de toi, et il me semble bien que nous nous adressions alors un petit sourire de connivence. Rien d'amical en vérité, simple courtoisie entre habitués du même rafio. On évoque souvent la dureté des Parisiens, mais on ne dit jamais ces complicités connues d'eux seuls. Ainsi étions-nous devenus familières. Mais peut-être ne nous serions-nous jamais adressé la parole si la maîtresse de Raphaël n'était pas tombée malade, et que je n'étais revenue un matin au café de la Sorbonne avec mes 2 marmots en bandoulière. Nous nous sommes attablés à côté de toi, à dessein je l'avoue, et nous n'étions pas encore assis que tu mangeais déjà ma petite fille des yeux. Alice, à qui la vie n'avait pas encore appris qu'elle n'était pas une princesse véritable, a répondu à ton avidité en te gratifiant d'un grand numéro de charme, et je te voyais fondre tandis qu'elle te présentait son doudou, puis celui de son frère, son tatouage malabar, puis celui de son frère, ses agates et puis celle de son frère, tout en croisant et décroisant ses jambes potelées et en réajustant continuellement sa minuscule barrette pailletée qui était son diadème. Il faudrait savoir l'écrire un jour, la vénusté des toutes petites filles. Les enfants ont monopolisé ton attention, et nous nous sommes à peine parlé ce jour-là. J'ai su que tu t'appelais Mathilde, parce que Raphaël te l'a demandé, mais moi je n'ai rien dit. Je me taisais, parce que j'avais à peine dormi. Je me taisais parce que j'allais devoir me ravitailler avec les enfants dans les jambes, et que cela me contrariait. Voilà, c'est cela l'alcoolisme. C'est approcher une femme qui nous fait rêver depuis des semaines grâce à la lumineuse présence de 2 enfants, lesquels, en plus d'être exquis, ont le bon goût d'être les vôtres, de partager avec eux 3 un petit déjeuner hors de prix dans le café d'une ville qui fait rêver, elle, le monde entier, et de ne penser qu'à une seule chose, pire même, de n'être obsédé que par une seule pensée. Sous quel article? Et là, on pense taille, on pense volume, on pense paquet de céréales par exemple. Je vais-je cacher une bouteille de Johnny Walker dans le panier en plastique merdique chez l'épicier minable d'en bas de chez moi? Je me taisais parce que je n'en avais rien à dire. Je me taisais parce que c'était trop assourdissant le vacarme là-haut. Je me taisais parce que j'avais perdu l'habitude de parler. Je me taisais parce que j'avais perdu. Tu n'es pas venu au café de la Sorbonne les jours suivants. Ensuite, il y a eu des vacances, celle de février je crois. Et un matin, alors que j'avais perdu l'habitude de te chercher du regard, tu es venu te cramponner au bar près de moi. Tu m'as salué, tu as commandé un café allongé, et nous sommes restées silencieuses. Alors que je me déhanchais pour attraper quelques pièces de monnaie au fond de ma poche, tu as posé ta main sur mon avant-bras, tu m'as dit « Laissez, je vous l'offre », et c'est seulement là, à ce moment-là, quand j'ai tourné la tête vers toi pour te remercier, que j'ai vu ton visage en vrac. J'ai posé ma main sur la tienne, et tu t'es mise à pleurer. « Pardon !» riais-tu, t'excusais-tu, te désolais-tu. « Pardon, pardon, pardon !» J'ai laissé ma main où elle était, et j'ai cessé de te regarder. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi sans bouger, toi me confiant ton chagrin, et moi le chapeautant du mien. À un moment, tu as murmuré « Vos enfants, comme ils sont mignons !» Et je me suis effondrée. Le patron du bar s'est approché en nous houspillant gentiment. « Et alors, mademoiselle? Et alors? On n'est pas bien chez moi? Vous allez me faire fuir toute la clientèle, là? Qu'est-ce que je vous sers pour vous détendre? Un petit calva? Oh, tu penses si j'étais contente? » Nous l'avons bu cul sec. Tu t'es étranglé, j'ai de nouveau respiré, et sous l'effet libérateur de ces quelques centilitres d'hélium dans mes veines, je t'ai proposé de venir dîner à la maison le soir même. Tu m'as souri. Je t'ai demandé si tu avais de quoi écrire, et je recopiais sur un sous-boc l'adresse de mon petit logis, et interphone oblige, le nom de gens qui n'étaient pas nous. Chapitre 3. Tu es arrivé les bras chargés. Des fleurs, un gâteau, du champagne, des cadeaux pour les enfants. Oh, et les enfants étaient si heureux, pas à cause des cadeaux, à cause de ta présence. C'était la première fois que le monde extérieur s'invitait chez nous, la première fois que quelqu'un montait nous voir. Oh, c'était la vie qui revenait. Tu l'ignorais alors, et tu pensais que c'était ta poupée Corolle, ton arc, tes flèches, tes gommettes, ton biberon magique et tes crayons de couleur qui les plongeaient dans un tel état d'excitation. Mais souviens-toi, une fois ces bontés déballées, ils n'avaient plus songé qu'à te prendre par la main pour te montrer leur chambre, leurs jouets, leur monde, l'échelle de leur lit superposé qui restait une nouveauté pour eux, leurs photos de classe, celles de leur papa, celles de Toby, le chien de leur ancienne nanny, et tout leur charmant fourbi.
Ce que tu leur avais apporté de bonheur n'était pas matériel, et tu as si bien joué le jeu. Et c'est là, en te voyant si émue, si curieuse, si attentive, écoutant et apprenant par cœur les prénoms de toutes les peluches, de tous leurs poupons, de tous leurs copains d'école, et de tous leurs gros doudous, rondoudous, ramolos, psychoquack et autres Pokémon plus improbables les uns que les autres, que j'ai compris que tu mourrais d'enfant comme je mourrais de soif. Nous les avons regardés dîner. Ensuite, Alice a insisté pour que ce soit toi qui la mettes en chemise de nuit, lui dénoue ses nattes et la brosse très longuement, ce que tu as fait en ne cessant de t'émerveiller sur le soyeux de ses cheveux, leurs boucles, leur blondeur, leur odeur. C'est toi aussi qu'il aura lu une histoire, puis une autre, et encore une troisième, jusqu'à ce que j'intervienne pour te libérer d'eux et de ta détresse. Alors que nous papotions en faisant honneur à un très bon risotto et à ta bouteille de champagne, tu as évoqué mon chic et j'ai levé les yeux au ciel, au plafond disons, aux poutres, et puis nous sommes passés au salon, c'est-à-dire que nous sommes allés nous asseoir 2 mètres plus loin. J'ouvre une parenthèse, car il me semble important de parler de notre salon, justement. Oui, il me semble que la suite de ce récit est liée au talent de mon canapé, et que sans lui, nous ne serions pas devenus amis cette nuit-là. Plus tard, peut-être, plus tard sans doute, plus tard c'est certain, mais pas cette nuit-là. Parce que je me connais, hein. J'aime pour la vie, mais je n'aime pas facilement. Et encore moins à cette époque de verrouillage absolu pour raison de sécurité absolue. Ce n'était pas le moment de laisser qui que ce soit, quoi que ce soit, s'immiscer dans mon scaphandrier. Fût-ce de l'amour, surtout de l'amour. Oh que non. J'étais une éponge absolument étanche. Nous vivions dans un meublé avec tout ce que ce mot sous-entend de déprimant. Assiette trop lourde, couvert trop léger, lit trop mou, rideau trop synthétique, objet trop con. Il y en avait, hein, et les enfants s'en souviennent aussi. Un piranha naturalisé, posé sur un socle au-dessus de la cheminée. Chaise trop haute et canapé trop laid. Petit à petit, j'ai fini par tout remplacer. Le temps passé aéré dans les rayons d'un grand magasin ne finissait pas noyé au fond d'un verre. Seulement, pour les lits et le canapé, j'étais moins vaillante. Il aurait fallu prévoir une livraison, donc arrêter une date, donc se projeter dans l'avenir, donc non. C'était trop me demander. Or, il se trouve que la semaine précédente, nous étions allés tous les 3 au marché Saint-Pierre acheter du tissu pour le carnaval de l'école. Exaucer l'avenir sans façon, mais farder le présent, la tiffer, le nier, le feinter, en fabriquant des déguisements, avec joie. Alice, qui le crut, voulait une robe de princesse, et nous nous sommes vautrés dans des nuages de tulle, de gaze, de mousseline, de satinette et de plumetis, alors que Raphaël, qui l'eût cru, voulait être un Pokémon. C'est grâce à son manque d'imagination que nous sommes tombés, dans une petite échoppe de la rue d'Orcel, sur une mine d'or de fausses fourrures. Vison, renarde, belette, chinchilla, lapin, Pikachu, chihuahua, nous ne savions plus où donner de la tête ni des mains. Et j'ai dû appeler un taxi à la rescousse pour nous aider à transporter jusque chez nous toutes ces caresses enfermées dans d'énormes sacs en plastique. Le soir même, j'ai transformé notre affreux canapé en ventre de Popote. Ce trait de génie n'est pas de moi, il est de Raphaël, ou plutôt de Claude Ponty, qui a le génie, lui, des pelages plus onctueux. Il y a toujours un moment dans ces albums où un petit héros à la vie râpeuse et racornie, car je me suis jusque-là beaucoup complu dans mon chagrin, mais je n'ai pas évoqué celui de mes enfants, qui avaient perdu un papa aussi drôle et gentil que l'était mon mari, trouve asile entre des bras d'une douceur infinie. C'est impossible à décrire. Il faut lire ces livres pour comprendre ce que notre nouveau canapé représentait pour Alice et Raphaël. Le ventre de Popote, c'est celui des parents de Oups, de Foule Bazar, du Petit Pouf. Ce n'était plus un canapé, c'était une grosse bête placide qui les gobait quand ils revenaient de l'école ou qu'ils se sentaient trop déshérités et qui les ensevelissait sous d'interminables câlins. Et des câlins d'autant plus tendres que j'avais fabriqué de grands coussins pour qu'ils puissent eux aussi les serrer dans leurs bras. N'en déplaise aux acariens, ces métrages de poils furent, et de loin, l'achat le plus judicieux de toute notre convalescence. Nous sommes passés au salon, disais-je, et tu as aussitôt envoyé dinguer tes ballerines pour te lever dans la panse de notre amie, en repliant tes jambes sous toi et en te barricadant de coussins. J'étais assise comme j'aime, c'est-à-dire par terre, et je te regardais te laisser happer par Popote avec le sourire apaisé et la mine réjouie d'une petite fille qui aurait eu une journée d'école beaucoup, beaucoup trop longue. Nous nous sommes regardés. Je t'ai proposé une tisane, les alcooliques ne boivent jamais, et c'est même en cela qu'on les reconnaît, et tu m'as demandé si je n'avais pas plutôt un alcool fort à te proposer. Allons bon. Non mais... Ah, ça tombe plutôt bien. Il me semblait qu'il me restait une bouteille de whisky quelque part. Quelle aubaine, vraiment. Je nous ai versé à chacune une bonne rasade. Et c'était un meublé, hein, je n'avais pas de verre plus petit. Et notre camomille bien en main, nous nous sommes de nouveau adossés,
toi à ta bedaine et moi à mon mur. Nous avons bu. Les enfants dormaient, nous étions bercés par les rires et les éclats de voix des fêtards d'en bas, et les bougies tamisaient, Fipe ambiançait, et nous nous regardions. Nous ne savions rien l'une de l'autre, sinon que nous étions toutes les deux du genre à verser quelques larmes au-dessus d'un comptoir en zinc un matin d'hiver à Paris. Nous nous regardions, nous nous jaugions, nous nous estimions. Tu sirotais, et je m'efforçais d'en faire autant. C'était difficile, hein, j'étais au tapis. Je me retenais à mon verre comme aux cordes d'un ring. Tu t'es penché en arrière, tu as posé un coussin sur ton ventre, et tu m'as demandé « Où est leur père ?» Chapitre 4. Tu m'as écouté et tu t'es tu. Je me suis resservi à boire et tu as su. Tu ne me l'as pas dit, mais ça s'est vu que tu l'avais vu, que je t'étais ma tourbe comme du petit lait. Et puis ce fut mon tour, le tien. Et toi, t'ai-je demandé. Moi, quoi? Pourquoi tu es là? Esquive, sourire, soupir. Combien de temps tu as? Toute la nuit, t'ai-je répondu. Toute la nuit. Chapitre 5. Tu as baissé la tête et tu as marmonné. Eh bien moi, je te regardais. Je voyais bien que tu ne cherchais pas à te défiler, mais qu'au contraire, tu tournais et retournais ta pelote dans ta tête en cherchant un bout de fil assez solide sur lequel tirer pour commencer à la dévider. Nous avions toute la nuit, et j'avais l'habitude de veiller tard, et d'être assise là, à fond de cale, un verre à la main. Je n'étais pas pressée. Je te regardais, je te trouvais toujours aussi belle, et j'aurais voulu que mon amoureux soit là et qu'il te voie aussi. J'aurais aimé te le présenter. J'aurais aimé vous présenter l'un à l'autre. Il aimait tellement les jolies femmes aux regards tendres et aux yeux malicieux comme les tiens. Bien sûr, il se serait éclipsé, mais il nous aurait fait rire avant de nous fausser compagnie. Plus que tout au monde, il aimait faire glousser les femmes astucieuses. C'était sa façon, disait-il, de nous humaniser, et de nous remercier d'exister, et de le tolérer parmi nous. Il nous faisait glousser bêtement pour mieux nous aimer. Penser à lui me brouilla la vue, et me voir sombrer ainsi te donna le courage de te jeter à l'eau. « Attends, enchaîna-tu en levant la main, ne pleure pas, je vais te distraire. » Mais c'était trop tard, je pleurais. Comme disaient les enfants, j'en avais marre qu'il soit parti, j'en avais marre. « Tu es allé en pension ?» me demandas-tu. « Non. » « Moi, si. » Tu t'es redressé, et tu as posé ton verre. Ça y est, tu tenais ton fil. Chapitre 6. Pendant 8 ans, 6e, 5e, re-5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale. C'est beaucoup, 8 années. C'est un bout d'enfant, c'est toute une adolescence. Toute une adolescence passée à compter les jours. Beau départ dans la vie, non? Je viens d'une famille de militaires, armée de terre. Première RHP, régiment des hussards parachutistes. Un ancêtre à Valmy, un autre à Sébastopol, un grand-oncle à Verdun et 2 grands-pères dans les Ardennes en mai 40. Plus beau tableau de chasse, tu meurs. Hein. Omnia, si perdas, faman, servare, momento. Si tu as tout perdu, souviens-toi qu'il reste l'honneur. C'est leur devise. Hé, ça vous pose une ambiance, ça, pas vrai? Je m'appelle Mathilde, mais ma mère a dû batailler pour imposer ce prénom, parce que c'est une boche, Sainte Mathilde. Heureusement que le curé de l'époque a donné sa bénédiction, sinon j'étais bonne pour Thérèse ou Bernadette. On m'a envoyée en pension quand j'avais 10 ans. J'étais appliquée, j'avais 1 an d'avance. Du coup, à 10 ans, oust, au feu. Mes 2 frères, Georges et Michel, ils s'appellent tous comme ça dans la famille, hein, parce que ce sont les 2 saints patrons de la boîte. Georges, c'est le blindé qui culbute son dragon en armure, et Michel, c'est le para qui les foudroie en tombant du ciel. Et j'en étais où déjà? Ah oui, on m'a envoyée en pension parce que mes 2 frères y étaient allés avant moi, et que comme m'a rappelé mon père pour que j'arrête de pleurnicher, ça les a pas tués. Bon, ok. Qu'est-ce que tu voulais qu'il réponde à ça, le petit piou-piou? Le concept, c'est qu'une famille de militaires, ça déménage beaucoup, et que la pension, c'est bien parce que c'est stable. C'est stable, tu comprends? Ça te donne un bon équilibre, ça t'inculque des bases, ça te structure. On te fout là, et puis tu grandis dans le moule en prenant exactement la forme du moule, comme ça, y a rien qui dépasse. Et après, t'as pile poil la bonne taille et le bon calibre pour rentrer parfaitement dans le fût du canon. Enfin, pour te marier, quoi. Pour te trouver un joli sous-officier et donner plein de petits parachutistes à la France. Bon, je ne jette pas tout au panier, c'est un monde. Et comme dans tous les mondes, il y a des cons et il y a des gens bien. Et en plus, je l'avoue volontiers, j'ai croisé plein de gens très bien dans ce monde-là. Vraiment, très bien. Des gens sincères, beaux. Mais tu vois, l'autre jour, j'écoutais la philosophe Elisabeth de Fontenay à la radio. C'était un débat à propos de la corrida. Et ce qu'elle a dit pour la condamner m'a tellement marqué que j'ai de nouveau écouté l'émission en podcast pour pouvoir recopier ses mots. Attends, bouge pas. Tu t'es levé, tu as pris un carnet dans ton sac,
et tu es revenu t'asseoir, sans replier tes jambes sous toi cette fois. Tu as lu à voix haute. La morale aristocratique, l'honneur militaire, l'honneur du nom. La philosophie m'a fait rompre avec tout ça. Voilà. Donc je ne peux pas accepter votre immense système de justification éthique vous référant à ces valeurs dont je continue à dire qu'elles sont périmées. Non pas qu'il ne faille pas avoir le sens de l'honneur, j'essaie de l'avoir, mais qu'il faille comprendre que ce modèle de virilité, de courage, de maîtrise, est un modèle qui a fait son temps, et qui a fait son temps précisément à cause des crimes du XXe siècle. Merci, Elisabeth. Merci, gente dame. Tout est dit. Moi, tu vois, j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. Dans ce modèle, dans ces valeurs périmées. On m'envoyait en pension pour mon bien, et ma mère n'a pas été plus émue que ça de me voir partir, vu qu'elle avait encore 4 petits à sevrer derrière moi, plus un au four, et qu'elle était déjà bien assez occupée. Et puis, elle disait qu'elle gardait, elle, un bon souvenir de son passage chez les religieuses, qu'elle s'était fait des amis pour la vie, et que, bref, on s'en fout. Moi, ça ne m'allait pas du tout. Les premières années, je revenais tous les week-ends. Après, ils sont partis à Pau, et je ne retournais dans ma famille que pendant les vacances scolaires. Ensuite, ils sont allés en Nouvelle-Calédonie, et là, c'était Noël et rien. Mais là, j'ai envie de dire, c'était déjà trop tard. Le mal était fait, j'avais plus mal. Pourquoi je te raconte ça? Parce que, tiens, resserre-moi un peu de ta potion magique là. Parce que la pension, ça a complètement conditionné mon rapport au temps qui passe. Au temps tout court. Pour moi, le temps, je veux dire le temps temporel, celui du sablier, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est l'ennui, c'est la régression. J'ai essayé de me défaire de cette souffrance, mais non, attends, je vais trop vite. Tu te souviens de la comptine? Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi, gna gna gna, et que vas-y que je te pète les tympans jusqu'au dimanche, tu la connais là, hein? Je hais cette ritournelle. Que quand je l'entends, je deviens hystérique. Pour moi, la semaine, et je pense que beaucoup parmi ceux qui sont passés par la case pension alors qu'ils n'étaient pas armés pour sont pareils, ça ressemble à ça. Lundi, tu es triste, mais comme il te reste encore un peu de la chaleur de ta maison en magasin, ça va, tu vis sur tes réserves. Mardi déjà, tu respires moins bien parce que ça ne fait que commencer, quoi. Mercredi, ça pue. Pour les autres, pour les civils, le mercredi, c'est une super journée. L'école seulement le matin, dessins animés, activités, danse, cheval, copines, musique ou je sais pas quoi encore. C'est classe le mercredi, c'est un beau jour. Et puis ça coupe la semaine. En pension, le mercredi après-midi, ça sent le moisi. Ça sent l'humidité. Ça sent les pieds. On est en plein dans la vie en communauté. Et la vie en communauté, c'est tout ce que je déteste. Le mercredi, on fait tout les unes sur les autres, y compris s'ennuyer, surtout s'ennuyer, et c'est déprimant au possible, c'est débilitant. Il y a une boutade chez les militaires qui dit « À la caserne, on ne fait rien, mais on le fait très tôt et tous ensemble ». Eh ben c'est exactement ça. Le mercredi et le week-end, quand tu es oublié à la consigne, tu ne fais rien. Mais en plus, tu vois dans l'œil de ta voisine comme ce rien te rend molle, résignée, ingrate. On est là et on sert à rien. Et la vie ne sert à rien. Elle est ailleurs, elle se déroule ailleurs. La mode, la musique, les histoires d'amour, les intrigues, les machines, elle me dit de te dire de demander à Bidule s'il veut bien sortir avec elle, les ricanements, les baisers, les trahisons, le shopping, la patinoire, les souvenirs, tout ça, c'est sans nous. D'abord, ce n'est pas compatible avec les idées de tes parents, mais en plus, t'es au Newf, donc comme ça, c'est réglé. Bon, bien sûr, pour le fun, il y a les activités de la pastorale. Si tu veux, tu peux te faire de bonnes actions pour t'occuper. Tu peux aller chanter pour les vieux, tu peux aller aider les vieilles bonnes sœurs à encaustiquer leur prie-dieu, tu peux aller égayer les malades, ou alors encore mieux, tu peux aller égayer les vieilles bonnes sœurs mourantes. Alors là, c'est bingo, Là, à la marelle des petites pucelles, tu n'es plus très loin du ciel, Au moment de Noël, on te refile un genre de colis avec tout à la fois. Tu rajoutes juste une indigestion de messe trop longue et de chocolat au lait, et tu l'as, ton joli calendrier de l'Avent. Bon, j'en étais où, moi ? À mercredi. Ah oui, merci. Donc mercredi, c'est corvée de patates, Alain Zonzon. Jeudi, c'est le pire. C'est le jour le plus long de la semaine. Le jeudi, si tu n'as pas un bon livre à retrouver après le couvre-feu, tu peux aller te pendre direct. Tu peux aller communier, quoi. Vendredi, tu recommences à lever la tête. Pendant la récré, tu restes immobile, à guetter les oiseaux au loin, en espérant apercevoir de la végétation. Le vendredi, ça commence à sentir la terre ferme. Le samedi matin, tu... Ah, triomphes-tu, je te vois sourire. Mais c'est magnifique, j'aime bien te faire sourire, je suis contente. Et le samedi matin, tu quoi? Et je souriais. Et c'était nouveau. Et c'était bon. Je n'avais pas souri comme ça depuis si longtemps. Je souriais et je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. De sourire enfin me permettait de pleurer enfin. Pas de petites larmichettes amères comme à l'instant d'avant ou au café le matin même, mais de bonnes grosses larmes bien grosses, bien grasses, bien rondes et bien chaudes.
du corps qui lâche, de la dureté qui cède, du chagrin qui fond. C'était la première fois que je pleurais devant quelqu'un, la première fois depuis 1 an, 2 mois et 5 jours. Parce que mon amoureux s'était tué tout seul, je m'interdisais de pleurer en public. Je n'ai jamais craqué devant qui que ce soit, jamais. Je ne sais pas pourquoi. Par loyauté, je crois, pour lui donner raison, pour me donner raison, pour me persuader que je l'avais compris et que je lui avais pardonné. J'avais le droit de le maudire et de l'insulter, mais seulement dans l'intimité. Là oui, là quand j'étais face à lui et que j'avais un coup dans l'aile, il en prenait plein la gueule. Mais cette nuit-là, avec toi qui me racontais des choses tellement incongrues, tellement inouïes, tellement exotiques, à moi, la fille unique de 2 parents intellos, libéraux, doux, pacifistes, ouais, tellement exotiques, je pouvais me permettre de pleurer devant toi, je n'avais rien à craindre. Nous n'avions pas vécu sur la même planète, nous n'avions pas été élevés au même lait, nous n'avions pas tété les mêmes seins, nous étions aussi cyniques l'une que l'autre, et aussi pudiques, et aussi tendres. Et puis tu ne l'avais pas connu, et puis je pleurais. J'évacuais du trop-plein, délestage, lâcher de barrage, permission. Oh, que c'était bon. Oh, protestas-tu, je n'en suis qu'au préambule, là, hein. C'est après que ça devient triste. Garde un peu de larmes pour plus tard, sinon tu vas pas compatir comme il faut et je serai déçue. Ok, fis-je, en me mouchant dans ma manche. Ok, alors, le samedi. Ah, je préfère. Tout le monde n'a pas la chance d'être veuve, merde. Alors le samedi matin, tu prends le train avec ton gros sac de linge sale et tu arrives dans une maison bruyante et animée, mais assez indifférente en fait. Non pas que tu ne sois pas aimé, hein. Ah, tout de suite les grands mots. Non pas que tu n'y sois pas accueilli, mais c'est comme pour le mercredi. La vie s'est déroulée sans toi. La vie ne t'a pas attendu, et elle ne sait plus très bien quoi faire de ta présence dans ses pattes. Non, on ne t'a pas oublié, mais quelqu'un, une nièce, une cousine, la femme d'un colonel, a dormi dans ton lit pendant ton absence, et on n'a pas jugé nécessaire de changer les draps. Ou alors on a entreposé des cartons dans ta chambre, et puis il y a une machine à coudre sur ton bureau. On allait l'enlever, mais on n'a pas eu le temps. Enlève-la donc, toi, et mets-la dans la chambre de ton frère. Bon, tout cela n'est pas très grave en vérité. C'est juste bien pire. C'est juste que tu n'as plus d'intimité nulle part sur cette terre. Sans compter que le samedi après-midi, on te refile souvent une petite sœur ou 2 petits frères à garder. Ce n'est pas présenté comme ça, mais au bout du compte, c'est ça qui t'échoit. Le samedi soir, c'est souvent un bon moment par contre. Rendons aux familles nombreuses ce qui leur fait honneur. Les grandes tablées, la chaleur, les rires, les engueulades, les retrouvailles, la bonne cuisine, les gâteaux, les tables à rallonge qui ne cessent d'être allongées, parce que quand il y en a pour 10, il y en a pour 12, et quand il y en a pour 12, il y en a pour 20. Oui, 20 personnes à la maison autour de la table pendant les week-ends, c'était une bonne moyenne. Entre les voisins, les voisines, les cousins, les cousines, les amis, la famille, les scouts, les cheftaines, les copains de mes frères, les bérets rouges, les bérets verts, les séminaristes, les vieilles filles, les indigents, les bigotes, les seuls au monde, les lépreux, et toute la smala, les repas chez moi, que ce soit le samedi ou le dimanche, c'était toujours un grand moment. C'était comme à la pension, sauf que tu n'étais pas en bleu marine, que la popote était meilleure et que les gens parlaient plus fort. Mais la table est à peine desservie et nous sommes déjà dimanche. Le dimanche matin, c'est la messe. Et le dimanche après-midi, te voilà déjà en train de refaire ton pactage, en songeant à toutes les leçons que tu n'as pas apprises et qu'il va falloir te fader dans le train. Et après ça recommence. Pareil, pendant 8 ans. C'était ça, ma jeunesse, c'était ça. Et quand je n'avais plus de point de chute familiale, j'agrandissais le cercle en réduisant encore mon intimité. J'allais chez mes grands-parents, chez des oncles, des tantes, dans des chambres d'amis, etc. Pendant 8 ans, je n'ai fait que compter les jours et vivre le cul entre 2 lits. Pendant 8 ans, je n'ai fait qu'espérer une vie plus stable, plus douce, plus douce, plus égoïste, une vie à moi. Une vie autour de laquelle j'aurais pu refermer les bras et dire « ça, c'est à moi. Ici, c'est chez moi et vous n'entrez pas. » Et si je vous dis accueil, alors pliez-vous à mon rythme, à moi, et ne me demandez plus jamais quel jour nous sommes. Tu comprends ? Tu comprends ce que je te dis ? Tu sais, je ne te raconte pas tout ce merdier pour me faire plaindre, hein. Je le raconte pour que tu réalises à quel point je suis misérable. Silence. Je t'ennuie ? Non, pas du tout. Alors aide-moi. Parce que je ne suis plus tellement sûre d'avoir envie de continuer, là. Tu as envie ou tu n'as pas envie ? J'ai envie. Et puis de fumer aussi. Tu n'as pas quelque chose à grignoter ? Tu peux fumer, hein, si tu veux. Non, j'essaye d'arrêter. Tu n'as pas des noix à casser, ou des amandes, ou des graines de tournesol, ou je sais pas quoi de long et chiant à dépioter ? Non, j'ai des céréales, si tu veux. Des miel pops ou des chocs à pic. Parfait. Envoie les chocs à pic.
Sans lait, hein, précisais-tu, alors que j'étais déjà dans notre kitchenette à me demander si j'allais oser revenir vers toi avec une autre bouteille. Je n'ai pas osé. Bon, 2 bols de Choc-à-Pic sans lait. Régime sec pour les gueules cassées du Panthéon. Aux grandes dames, la psychiatrie reconnaissante. Je me suis de nouveau assise en face de toi, nous avons picoré en silence, et puis je t'ai aidé. Vas-y, dis-moi pourquoi t'es misérable. Chapitre 7. Alors, pourquoi je suis misérable? Voyons. Et comme la suite ne venait toujours pas, j'ai mis de l'eau à bouillir et j'ai déposé une tasse de tisane au pied aux papates de Humpopot. Merci. Et comme tu semblais avoir tellement raison de te sentir misérable que tu ne savais même pas par où commencer, j'ai tiré un autre fil pour toi. Tu textes beaucoup au petit déjeuner, non? Nous y voilà. Tu m'as souri. Nous y voilà. Tu es amoureuse? Ouais, non, si. Pourquoi tu souris? Parce que ça commence bien. Dis, t'as pas des clopes, toi? Si. Je ne fume pas, mais j'en ai. Elles étaient déjà là quand j'ai emménagé, j'ai peur qu'elles soient plus très bonnes. Hein. C'est pas grave, je prends. Je t'ai tendu le vieux paquet de Marlboro qui se desséchait sous mon piranha empaillé. Magnifique, merci. Dis, ça ne te dérange pas si je verse la fin du whisky dans ma tisane? Mais je t'en prie, fais comme chez toi. Merci. Ah, t'émerveillais-tu en recrachant une longue bouffée de nicotine, racise, tandis que je troquais une boisson chaude contre une autre. Tu vois qu'on y arrive quand on veut. Et là, j'ai ri. Et j'ai su que tu étais en train de devenir mon ami. Car sourire, c'était une chose, hein, mais rire. Rire, c'était tellement inespéré comme verbe à cette époque de ma vie. Tellement inespéré. Je vais te dire, hein, je suis misérable parce que je suis faible. Et je suis faible parce que je suis... je sais pas. À part conne, je vois pas trop, là. Cette jeunesse honnie, ces années de garnison, là, de caserne, de planton de merde. Ouais, toutes ces années en creux, non seulement je n'arrive pas à les surmonter, mais en plus je me suis refoutu dedans. Et même, écoute-moi, j'ai fait pire. Maintenant, je vis le creux de ces années en creux. Un truc tellement merdique, mais tellement nul, tellement déshonorant. Ouais, c'est ça, déshonorant. Je viens de le trouver à l'instant, hein. Déshonorant. Merde, mais quelle affreuse découverte. J'ai tout perdu, et il me reste même pas l'honneur, quoi. Mais comment j'ai pu réussir un exploit pareil, je me demande. Silence. Je te le demande. Silence. Je ne sais pas. Mauvais soldat. Il est marié? Ah, tu vois, grimaça-tu. En plus d'être déshonorant, c'est d'un banal. C'est banal, c'est convenu, c'est vulgaire, la branlée, quoi. La méga déculottée. Hein. Saint Jojo et Saint Mimi ne doivent pas être fiers de leur petite recrue, hein, c'est moi qui te le dis. Hein. Bon bah voilà, hein, c'est plié, il est marié. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça? Rien. T'as pas un paquet de cartes ou des jeux de société là qu'on continue cette bonne petite soirée tranquille? T'as pas un Monopoly ou une bonne paye? J'ai un Uno. Oh non, c'est beaucoup trop dur ça, j'y arriverai jamais. Sourire. Tu sais, repris-je, je te trouve très belle. Enfin, non, je ne te trouve pas très belle. Tu es très belle. Tu n'as pas du tout l'air d'une femme déshonorée. Hein. Quand je te regarde papoter avec lui le matin, je vois une femme qui est aimée, ça crève les yeux. Merci, c'est gentil. C'est gentil et c'est vrai. Enfin, je crois que c'est vrai. Et c'est justement ça le pire. À défaut d'honneur, il me reste l'amour. Enfin, l'amour. Un peu d'amour. L'amour qui reste, quoi. La godille, le grand flou, les textos volés. Avant, je trépignais en attendant la fin de la semaine et maintenant c'est le contraire. Maintenant je la redoute, je la hais même. C'est comme une extinction, une petite mort. Je meurs et je ressuscite tous les 5 jours. C'est épuisant, c'est épuisant. Et surtout c'est sans intérêt. Hein. Je te l'ai dit, je vis le négatif du négatif. Avant, je commençais à respirer le vendredi après-midi. Maintenant, je commence à m'éteindre dès le jeudi soir. Et je dors le plus possible pendant les week-ends, pour qu'ils passent plus vite. C'est cruel, non? Si, c'est cruel, c'est méchant. J'entends Dieu qui ricane et qui me dit « Tu n'as pas été très gentille avec les sœurs, tu n'as pas tenu le chapelet des morantes, tu n'as pas fini les chocolats à la léchitine de soja, eh bah tiens, prends ça, expie, pleure donc va. Pleure tout le jour les jours du Seigneur et passe le reste de ta vie au parloir, ma fille, ça t'apprendra. Je ne vis pas avec un homme, je vis avec mon téléphone. Toute ma vie tourne autour de ce petit bout de plastique. Une espèce de lampe d'Aladin, capricieuse et sadique, qui régit tes humeurs selon que tu la frottes et qu'elle exauce ou que tu la respectes et qu'elle t'abandonne.
Une lampe d'Aladin fabriquée en Chine avec un bon génie. Non, un mauvais. Un bon à rien de génie. Un genre de fonctionnaire qui n'est la causeur ouvrable et pour lesquels tu n'existes même pas sous ta véritable identité. Mes je t'aime sont prononcés par un... Je sais même plus sous quel nom je fraude ces temps-ci, ça change si souvent. Et mes je t'aime ne s'écrivent même pas je t'aime puisque nous avons des codes pour tout. Je t'aime, c'est dossier confirmé. Je pense à toi, c'est dossier en attente. Et j'ai envie de toi, c'est dossier urgent. Quelle misère, hein. Ouais, quelle misère. Je ne vis pas une histoire d'amour, hein, je classe des dossiers. C'est bien la peine d'avoir fait autant d'années d'études, tiens. Des études de quoi d'ailleurs? D'urbanisme. Diplômée de l'École nationale supérieure de Paris avec mention et tout et tout. Et tout ça pourquoi? Pour jeter mon dévolu sur un homme qui n'est pas constructible et avec lequel je ne pourrais rien bâtir. Eh, avoue, je suis pas vraiment finaude, hein, comme fille. Pourquoi t'es si catégorique? Peut-être qu'il va, je sais pas, changer de vie? Non. Tu en connais des hommes qui divorcent pour leur maîtresse, toi? Avec des enfants en bas âge? Et un crédit? Et une Audi? Et un chien? Et un limpin? Et une culpabilité? Et une maison de famille à la Trinité? Non, bien sûr que non. Pas finaude, mais lucide. Hein. Et puis il m'a jamais rien promis. Hein. De ce côté-là, j'ai rien à lui reprocher. D'ailleurs, je ne lui reproche rien. Je l'ai trouvé marié et j'y suis allée en connaissance de cause. Il ne m'a rien promis. Mais il m'a jamais rien caché non plus. Hein. Un honnête garçon, ma foi. Mais de là à changer de crèmerie, non, j'y crois pas. Je n'y crois plus. Ce sont les femmes qui prennent ce genre de risque, jamais les hommes. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce qu'elles ont plus d'imagination, ou qu'elles sont plus joueuses, ou qu'elles sont en meilleur terme avec la vie. J'ai sûrement tort hein, d'avancer de telles banalités, mais quand je regarde autour de moi, c'est ce que je vois. Que nous ne sommes pas tous égaux face à la vie. Face à la mort, plutôt. Les femmes ont moins peur de la mort. Est-ce que c'est parce qu'elles la donnent, la vie, justement? Je sais pas. Tout ce que je dis sonne affreusement cliché, hein. Mais je ne vois pas d'autre explication. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle décide, quoi qu'elle détruise, et fiche par terre, j'ai l'impression que la vie reste à leur côté. Comme une espèce de grosse bête domestique qui reste toujours du côté de la main qui la nourrit, quand bien même cette main est aussi la plus brutale et la moins caressante. Tu sais, c'est comme les vieux soldats de l'empereur, ces gognards qui l'ont suivi jusqu'au bout de l'hiver, et de sa folie sans jamais douter une seule seconde du moindre de ses ordres. Mémoire du sergent Bourgogne. Tu l'as lu ça? Mon parrain me l'a offert pour mes 15 ans. Formidable. Oui, c'est injuste pour les hommes. Mais c'est comme ça. Et mon amoureux n'est pas plus... J'allais dire courageux, mais ce n'est pas ça. Il est courageux à sa façon. Il n'est pas plus hardi que les autres. Parce qu'il n'a pas envie de contrarier la vie, de se la mettre à dos, de lui déplaire, d'en être privé ou de crever tout seul un soir la gueule ouverte. Et là où ça devient vraiment tordu comme truc, c'est qu'en restant avec lui, à l'âge que j'ai, je prends le risque, moi, de ne jamais avoir d'enfant. Oh, ce serait dommage quand même, non? Même si je le nie souvent, j'en ai envie. Hein. Ah oui, j'en ai envie. Il m'arrive de l'oublier, mais quand j'ai vu les tiens au café le mois dernier, ça m'a bouleversée. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je ne suis plus revenue les jours suivants. Je ne voulais plus vous revoir, te revoir, j'étais trop envieuse. Ouais, c'est ça, envieuse. Et l'envie, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre si je veux continuer à me lever chaque matin. Tu vois, je suis misérable, parce que tout ce que je vis aujourd'hui me rappelle ma jeunesse. Mon impuissance et... Tu t'es tue. Tu as levé la tête et tu m'as demandé droit dans les yeux. Je peux continuer? Tu peux continuer. J'ai l'impression d'abuser là. J'ai l'impression de me servir de toi, de m'allonger sur ton divan et de te déverser mon tombereau de merde sur la tête. Tu as l'impression d'être sur un divan là? Allons, Mathilde. Tu vois bien que ce n'est pas un divan? C'est le ventre de Popote. Pardon? Bah oui, Popote, l'ami du chien invisible. Les enfants te le présenteront un soir, tu verras. Sourire. Et puis tu ne déverses rien, tu racontes. Tu te délies, tu te dénoues. C'est beaucoup plus joli. Merci. De rien. Ça me fait du bien, tu sais. C'est la première fois depuis des mois que je passe la soirée avec quelqu'un d'autre que moi. Et tu n'imagines pas comment j'en avais besoin. Continue. Raconte encore, comme disaient les petits. Raconte encore. Ah, je ne sais plus quoi dire. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Bientôt 4 ans. Et tu n'as aucun espoir que la situation évolue? Tu veux bien m'aider à buter sa femme? Ah non, fille, j'en sais rien. Non. Avant, je n'avais pas d'opinion, mais maintenant, je suis contre la mort. Je la trouve décevante et sans intérêt, elle aussi. Vraiment sans intérêt. Mais quoi? Eh bien, tu sais quoi? Cessons de parler de lui. Et revenons-en à toi. Lui, je m'en moque. Je ne l'aime pas, je ne l'estime pas. Je n'ai pas envie que tu m'en parles. Il ne m'intéresse pas.
Ce n'est pas votre situation qui est vulgaire, c'est lui. Moi, je n'aime pas les menteurs. Je n'aime pas les hommes qui rendent les femmes malheureuses. Je n'aime pas les hommes qui trompent leurs femmes. Alors, attention, je ne te parle pas de sexe. Le sexe, c'est une autre case. Je suis pour que le corps exulte, et contre la frustration. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est 4 ans, et 4 ans, c'est une liaison. Et rien que ce mot, liaison, je le trouve affreux. C'est comme maîtresse, c'est laid. Tu disais tout à l'heure que la vie était plus loyale avec les femmes. La vie peut-être, mais la société non. La société a déjà tout bien connoté, la garce. Et depuis des siècles. D'un côté, tu as l'amant de Duras, là, c'est le beau chinois qui baisse comme un dieu, et de l'autre, tu as la vieille maîtresse de Barbet d'Aurevilly. Et là, c'est la vioque qui te la coupe pour toujours. Ah, super, merci Ronsard, merci, bouffe-la ta rose. Un amant, ça reste joli, c'est toujours un mot charmant. Mon amant, mon bel amant, mon amant de Saint-Jean, c'est toujours sexy un amant. Mais une maîtresse, rien que le mot, ça sent déjà les emmerdes et la naphtaline. Une maîtresse, ça se périme, et ça devient vite encombrant. C'est tellement injuste. Non, le problème, ce n'est pas lui, c'est toi. Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu cautionnes ça? Et pourquoi tout ce préambule-là, c'est le mot que tu as utilisé pour nous amener jusqu'à lui? C'est troublant. Pourquoi tu as ressenti le besoin de me parler de tes années de pension pour me parler de du lapin nain de son gosse, là? Bah, pour établir un parallèle. Tu crois? Mais dans la mesure où tu es autant responsable que lui de cette situation, et même sûrement plus, car j'imagine que tu as dû essayer de le quitter, non déjà? Au moins 200 fois. Et tu es revenu 200 fois, donc. Oui. Donc tu vois, c'est toi qui mènes le jeu, c'est toi. Ce n'est pas un parallèle, c'est un cercle. Tu l'as dit toi-même, tu t'es refoutu dedans. Et c'est là que ça devient intéressant, ton histoire. Laisse tomber Lodi et la car ça me suffit à la mer, on s'en fout. Tu vaux tellement mieux que ça. Tu es belle comme le jour, tu es drôle, tu es tendre, tu es sensible, tu es intelligente. Tu sais faire la différence entre rond doudou et gros doudou. Tu ne fumes presque plus. Tu es l'une des femmes les plus séduisantes que je n'ai jamais croisées. Et tu sais très bien que tu n'aurais aucun mal à séduire quiconque te taperait dans l'œil. Donc pourquoi cette vie de planton, là, pour te citer encore une fois? C'est que ça doit te convenir en définitive, non? Après tout, c'est plein d'avantages une vie de planton. Ça ne réfléchit pas, ça ne prend aucune initiative, ça obéit, c'est passif. Tu es dans un schéma tellement répétitif et si contraignant qu'il ne laisse aucune prise au doute, à l'angoisse. Et je te parle de l'angoisse avec un grand A, de l'angoisse existentielle, ce qui est très confortable, évidemment, mais qui ne laisse aucune place non plus à l'aventure, aux rencontres, au chamboulement, au destin, quoi. Au caprice, à la malice du destin. Super pratique comme plante, super douillette. Le planton, il est bien tranquille dans sa petite cahute, il ne remet rien en cause, il ne se pose aucune question, et souvent, fondamentalement, il s'en fout de ce qu'il garde. Ouais, il s'en bat les roupettes, il est juste là à se les geler en attendant la relève. Bon, pourquoi pas, Mais alors ne me dis pas que les femmes sont en meilleur terme avec la vie, parce que vraiment, Mathilde, tu fais défaut là. T'es psy ou quoi? Ta voix était devenue plus agressive. Non, pas du tout. J'essaye juste de comprendre. Si tu n'avais pas commencé à me parler de ton enfance, je pense que je te tiendrais un discours différent. Mais là, avoue que c'est troublant, non? Ce n'est pas que tu aies vécu ces années de cantonnement, là, qui te déterminent ou qui pourraient te déterminer. C'est que tu aies eu besoin de me les exposer avec autant de précision. À t'écouter, j'ai l'impression que tu t'es sciemment choisi une vie en forme de mercredi après-midi, et j'aimerais comprendre pourquoi. Je ne te juge pas, J'essaye juste de comprendre. Tu veux dire un genre de syndrome de Stockholm ou un truc bien rance dans ce goût-là, là? Je sais pas. On peut pas comparer tes années d'internat à une prise d'otage, mais admets que c'est tentant comme explication. Tu me dis que tu n'as pas vécu pendant 8 ans, et maintenant que tu es grande, libre et émancipée, tu t'en rajoutes 4 de plus dans le cornet. Avoue que t'aimes ça, de compter les jours, non? Sinon, comment l'expliquer? Je t'ai blessée, pardon. Je le vois sur ton visage que je t'ai blessée, pardonne-moi. Je n'ai aucune légitimité. Non, tu ne me blesses pas du tout. Tu me désinfectes au contraire. Ce n'est pas de la réticence que tu vois, ce sont des picotements. Ça fait mal ton truc. Mais c'est sûrement bénéfique, mais ça fait mal. T'es sûr que tu veux pas jouer au Uno? Sourire. Non, je veux continuer. Je veux que tu continues à examiner cette plaie avec moi. Tu veux bien? Je t'écoute. Non, moi je t'écoute. Mais j'ai rien à dire, tu sais. Si, bien sûr que si. Tu dois me dire de le quitter, une bonne fois pour toutes. Mais ça, je n'ai pas besoin de te le dire, tu le sais déjà. Tu me l'as présenté comme ça. Tu nous l'as amené comme ça. Ce n'est pas un récit, ton exposé, C'est une carte d'état-major.
Ce téléphone que tu ronges comme une miséreuse, là, ta réalité qui est niée, hein, toute cette tendresse qui ne passe qu'en contrebande, toutes ces histoires de dossiers à classer, de fondations pourries, de permis de construire que tu n'obtiendras jamais, là, ce sont tes mots à toi, ça. C'est ta vision à toi, tes conclusions à toi. À aucun moment tu n'as évoqué le bien que cet homme te faisait, n'est-ce pas? Silence. Picotement. Il t'en fait, continuai-je plus doucement. Je sais qu'il t'en fait. Je viens de te le dire, que tu étais jolie à voir le matin quand vous aviez le loisir de vous parler. Mais ça ne va pas, ça, Mathilde, ça ne va pas. C'est trop court, c'est trop petit, c'est trop mesquin. On sait tous que le bonheur n'existe pas, et qu'il faut se démerder pour être heureux sans. Mais là c'est carrément un guet-apens, ton truc. Aimer un homme pendant 4 ans, et au bout de toutes ces années, être encore obligé d'écrire dossier confirmé à la place de je t'aime. C'est... Ouais, tu as raison, c'est la fin de l'honneur. Silence. J'ai versé la dernière larme de whisky dans ta tasse froide. Merci, as-tu murmuré la tête baissée. Tu ne peux pas continuer à marcher dans cette combine, si? Je n'arrive pas à le quitter. À chaque fois que j'ai essayé, j'ai été malheureuse comme une pierre. Peut-être que la vie est mesquine avec lui, mais sans lui elle est encore pire. La vie? Mais quelle vie? 4 ans de maquis, 4 ans de planque, 4 ans de chagrin pour un homme qui ne peut te serrer dans ses bras qu'au prix d'un mensonge et qui se contente de te jeter une poignée de textos par-ci par-là. Mais hé, souviens-toi, hein, t'es pas une poule, Mathilde, hein. Tu n'es pas une poule. Je sais que tu souffres, hein, je le sais. Mais le truc vicieux, c'est que ces 4 années passées dans l'ombre d'un homme marié, c'est tellement de fausses joies, de faux départs, de pseudo-retrouvailles, de fausses intimités, de déceptions, d'humiliation et d'amertume, qu'à force de subir tout ça, tu t'es perdu de vue en cours de route. Tu ne te souviens même plus que tu vaux 1000 fois mieux que ce que cet homme te propose de vivre. Pardon, de ne pas vivre. Non, dis pas ça, c'est pas vrai. Il est mieux que ça. Tu ne le connais pas, mais il est mieux que ce que tu dis. Sinon j'en serais pas là. Il sait que tu veux un enfant? Il s'en doute. Et il t'en fera pas? Non. S'il t'aimait vraiment, il te quitterait. Quand on aime une femme qui veut des enfants, on les lui fait, ou alors on la libère. On les lui fait, c'est macho. Tu parles comme un petit adjudant de merde. Je parle comme une maman. Mais c'est macho, ouais, je te l'accorde. On a envie d'en avoir avec elle, ou alors on la libère. Et là, tu parles comme un curé. Je parle comme la veuve d'un homme qui avait 20 ans de plus qu'elle, qui ne voulait pas d'enfant, qui se trouvait trop vieux pour devenir père, qui l'a donc quitté et qui est revenu 1 an plus tard l'attendre à la sortie de son boulot en poussant devant lui un magnifique landau. Un landau bonichon, ça s'invente pas, hein. Mais pendant 1 an, je n'ai jamais reçu le moindre signe de vie. Jamais. Pas un texto, pas une fleur, pas un message, rien. Pendant 1 an, j'ai été libre. Silence. J'ai peur de le quitter. J'ai peur de la solitude. J'ai peur de regretter, de le regretter. J'ai peur de ne jamais revivre une histoire aussi forte. J'ai peur de m'ennuyer et de ne jamais m'en remettre. Même si je m'en défends, je suis sûre qu'il y a une sale petite bête tapie tout au fond de moi, un genre de termite là, qui croit encore qu'il va finir par quitter sa femme alors qu'ils viennent d'acheter un appartement ensemble. En fait, je reste pour de mauvaises raisons. Je reste parce que j'obéis à cette sale petite bête. J'obéis à la pire partie de moi-même, à la plus mytho, la plus lâche et la plus peureuse. Obéir à des ordres qui vous déshonorent, hein, c'est tout le drame du militaire, ça, non? Pourquoi t'imposer encore ce genre de dilemme? Pourquoi? Fais comme cette grande Élisabeth là que t'évoquais tout à l'heure, Mathilde. Romps avec ses valeurs périmées, déserte, dételle, enlève ton uniforme et rends les armes, barre-toi, fais le mur. Tu mérites mieux que cette vie-là. Tu sais, je n'oserais jamais te parler sur ce ton si je ne t'avais pas vu avec mes enfants. Si je ne t'avais pas vu sniffer leur doudou ou passer la main dans les boucles d'Alice tout à l'heure. Pourquoi prendre le risque de te priver de tout ça? Pourquoi? Pour qui? Pour quelle histoire? Et puisque faire un enfant dans le dos d'un homme, c'est aussi désespérant que de tromper sa femme, alors tu dois t'arracher si tu veux une vie plus douce un jour. Tu n'as pas le choix. Tu dois vraiment t'arracher de là. Et en même temps que je te dis tout ça, je réalise les limites de mon discours parce que moi je l'avais trouvé, l'éternel amant et le papa de rêve pour mes enfants. Je l'avais trouvé et puis regarde, au bout du compte, je les élève toutes seules quand même, alors je ferais mieux de me taire. Rire, cris, bruit, éclat de voix et de verre brisé sur la chaussée. Écoute, repris-je en me redressant, je vais te dire ma vérité. Je vais te dire ma vérité, qui n'est pas ta vérité et qui n'est pas non plus la réalité. Ma vérité, c'est que je te tiens des grands discours et que j'ai tort. J'ai tort parce qu'en vérité,
Et c'en est encore une autre, je n'en sais rien. Je n'ai jamais su grand-chose, hein. Et depuis que mon amoureux m'a quittée, je suis complètement à la ramasse, donc vraiment, prends-en, laisse-en. Et même, laisse-en surtout, hein. Oui, laisse-en. Je ne suis pas du tout en mesure de t'expliquer la vie ces temps-ci, hein. Non, seulement je suis là, à la ramasse, mais je suis même dans un état encore plus suspect qu'à la ramasse, hein. Je suis faillible en tout point, crois-moi, hein. Il n'y a rien de solide en moi à l'heure où je te parle, rien. Mais ce que je peux ajouter pour tenir mon rôle d'anesthésiste, disons, c'est que lorsque je l'ai rencontré, c'est moi qui étais mariée. Enfin, pas mariée civilement, mais tout comme, ouais. C'était moi, le bas qui blessait. Il était si malin qu'il n'a jamais fait de forcing, bien sûr. Il n'a jamais exercé la moindre pression. Et il n'aurait jamais osé me parler de haut comme je viens de le faire à l'instant. Ce petit sermon-là que je viens de te tenir, il aurait été horrifié de m'entendre parler ainsi. Horrifié et déçu. Il me croyait plus subtil que ça, hein. Lui, pour me faire quitter ma petite cahute aussi terne que confortable, il m'a longuement laissé évoquer ma vie avec mon ex, avec mon concubin, comme il aimait le susurrer, en étirant les premières syllabes jusqu'à la pointe de mes fossettes. Il m'aurait laissé parler vraiment longuement, comme toi ce soir, tout en m'écoutant très attentivement, comme moi ce soir. Et puis à la fin, il a... Silence. Je souriais. Il a quoi? Il a bâillé. Il a bâillé, ça m'a fait rire. Et puis rien. Et puis j'ai quitté un homme avec lequel je m'ennuyais, pour un homme qui me faisait rire. Oh, grognais-tu, en te recroquevillant contre les bourrelets de notre confessionnel. Oh, comme j'aurais aimé le connaître. Parle-moi de lui, parle-moi encore de lui. Non, un autre jour, une autre nuit. Il faut aller se coucher là, hein. On a école demain. Si, dis quelque chose, s'il te plaît. Dis-moi encore quelque chose de joli, pour apporter de l'eau à ton moulin, et me donner du courage. Une autre fois, je te le promets. Silence. Ça t'ennuie si je dors là quelques heures? Non, bien sûr que non. Attends, je vais te trouver une couverture. Je me suis remise debout, j'ai jeté la dernière bouteille vide, j'ai posé nos tasses et nos bols dans l'évier, je suis allée prendre un édredon sur mon lit, je suis revenue, j'ai fermé les volets, tiré les rideaux, monté le chauffage et je t'ai bordé. J'ai éteint la lampe et j'ai ajouté. Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé encore davantage. Ce quelque chose, cette eau, ces derniers mots murmurés dans le noir t'ont-ils donné du courage? Je l'ignore. Au matin, tu avais levé le camp, et je ne t'ai jamais revu. C'était La Marquisarde, extrait d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Fondre l'armure, d'Anna Gavalda.